Hystériquement Vôtre, un podcast produit par Autant Tenté, imaginé, écrit et présenté par Léa Diane et Antea Pétel. Les podcasts des artistes en feu. Femmes cis, trans et non-binaires qui en ont marre de la fermer. 2 podcasts en un qui partagent des histoires passées et contemporaines d'artistes, de leurs inspirations à leurs expirations créatives. Une série d'épisodes qui vous emmènera dans un monde de femmes cis, femmes trans et de non-binaires, inspirées et inspirantes et qui vous ouvrira les portes de leurs pensées, leurs motivations et leurs secrets d'artistes. Sachez que pour ceux qui écoutent jusqu'à la toute fin de cet épisode, vous aurez une petite surprise, bande de chanceux. Bonne écoute. Sachez que les 2 parties du podcast ont été pensées pour être écoutées indépendamment l'une de l'autre et dans l'ordre qui vous convient. Allez fouiner, farfouiller dans les thèmes qui vous parlent et qui vous touchent. Et faites-nous en part sur nos réseaux sociaux, on sera ravis d'en parler avec vous. Bienvenue Astrée, merci de faire cet épisode avec nous aujourd'hui. Tu es officiellement la première invitée. Ok, c'est un honneur et je me demande ce qui va m'arriver. Eh bien, on va pouvoir commencer les petites questions. Alors, pour commencer, est-ce que tu voudrais te présenter en quelques mots aux gens qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Astrée. Mon pronom c'est elle. Et voilà, dans ma vie, je suis travailleuse du sexe et je fais de l'art aussi à côté. Voilà, notamment du dessin et un petit peu de tatouage. Ok, du dessin et du tatouage. Ok, trop bien. Du coup, tu es un peu un couteau suisse. Tu fais un peu plein de choses. C'est ça qui est trop bien dans nos invités. Ouais, j'aime bien l'expression couteau suisse. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais. Ok, trop bien. Et quel est ton actu artistique? Comment tu définis ce que tu fais en ce moment? Artistiquement, j'entends. Définir ce que je fais en ce moment artistiquement. Quel est je sais pas, un mouvement de pensée, quelque chose qui t'inspire? Est-ce qu'en ce moment, tu es en train de dessiner la même chose? La même chose. Moi, par exemple, j'ai eu ma période champignon, par exemple. Je dessinais que ça. Ou des fleurs. Quel est ton mouvement artistique et d'inspiration actuel? Si j'ai un gros moteur qui me fait dessiner, qui me fait sortir des œuvres, c'est ce que je mets en image, c'est beaucoup des émotions, des ressentis, des fois des choses qui sont pas du tout définissables par des mots simples. D'accord. Ce sont vraiment plus des choses qui se ressentent, quoi. Déjà, comme par exemple des ressentis, des émotions, des moments, même juste des choses que j'ai vécues qui m'ont fait ressentir une espèce de mix, de mélange d'émotions, de plein de choses. De mettre ça en image en fait sans forcément passer par un concept concret à la base. Et sinon, j'aime bien dessiner des concepts concrets aussi. Mais là, pour le coup, je suis très inspiré par certains motifs en particulier, notamment les corps. J'aime beaucoup les lignes de corps, en fait, tout simplement, les positions. Et comment est-ce qu'on peut y voir quelque chose d'abstrait alors que c'est quelque chose qui est très très concret encore, justement. Et comment est-ce qu'on peut transformer ça en quelque chose qui a l'air fantomatique ou psychédélique alors que on dessine un corps. Ok, c'est grave intéressant. Donc t'es dans un... Oui, parce que je voyais les dessins que tu faisais avec Kiliana et oui, c'était beaucoup de lignes et de points et j'adorais j'adore toujours ce que tu fais, ce que vous faites toutes les deux, mais c'est le truc de rajouter toujours des petits détails par-ci par-là, j'adore ça. Les petits détails qui font un tout en fait et qui font toute une œuvre qui a vécu en fait, parce que c'est pas juste un paysage plat entre guillemets, mais c'est un truc qui a plein de couches, plein de profondeurs différentes et tout. Je kiffe, c'est trop cool. Yes. Ok. Là, j'aime bien faire ce genre de... Pardon, non, mais j'allais passer à l'autre question, mais continue. Non, je disais que j'aimais bien dessiner ce genre de concept, justement, parce que c'était l'occasion de faire ce que tu dis, c'est de
Ben ouais, juste d'avoir un objet qui est concret à la base, et d'en faire un objet, ouais, qui soit un objet fantastique. Ouais, Et surtout faire en sorte que ça puisse, comme tu dis, rajouter plein de détails pour que les personnes en face qui reçoivent l'œuvre puissent, l'œuvre, le dessin, n'importe quoi, puissent avoir leur propre lecture et poser leur propre interprétation dessus. À des moments, je peux mettre plein de petits motifs et perdre le contrôle de ce que je fais ouais. et le retrouver plus tard dans l'interprétation que les gens vont en avoir. Il y a ce petit moment de vertige où je lâche un petit peu le contrôle. C'est trop bien. C'est ça que de toute façon qui est trop bien dans ce type d'art abstrait, c'est que tu vois ce que tu veux finalement. Parce que dans le figuratif, c'est relié pas mal au mouvement politique, historique, artistique, etc. Alors que l'abstrait, ça a toujours été un mouvement à part en fait. Enfin après, je le connais beaucoup moins, le mouvement abstrait, je l'ai beaucoup moins étudié. Mais effectivement, il y a toujours un truc hyper intéressant euh, enfin, avec des tableaux comme ça qui sont, ou des œuvres, ou des dessins, ou peu importe, d'abstrait qui, justement, tu passes des heures dessus à avoir des détails en plus. Tu peux avoir 20 ans, un truc une fresque ou un dessin sur ton mur, et puis tu vas redécouvrir des choses dans l'œuvre. C'est ça que j'adore, parce que par exemple, petite anecdote perso, je sais pas si vous avez ça aussi, ceux qui nous écoutent, des sortes de papier peint qui ont des formes différentes, mais c'est pas vraiment des formes, c'est juste des craquelures ou juste le motif du papier peint qui est comme ça, ou même parfois c'est juste un tissu qui est posé ou mon lit et ça fait une forme particulière et je peux phaser parfois sur un truc en me disant ah bah aujourd'hui je vois une tête de lion et le lendemain je vois une femme. Enfin je vois des choses différentes et pourtant ça bouge pas vraiment quoi. C'est juste mon regard par rapport à ça qui change quoi. Ok, c'est trop cool. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'art? Est-ce qu'il y a eu un déclic étant enfant? Est-ce qu'il y a eu une rencontre peut-être, un bouquin que tu as lu? Qu'est-ce Merci. qui a fait que tu t'es dit je vais dessiner, je vais sortir ça de moi, quoi? Alors, faire de l'art, ça a plus ou moins toujours été un petit peu sous-jacent comme idée, je pense, parce que bah, gamine à l'école, je me débrouillais pas mal. Je me débrouillais pas mal du tout dans toutes les matières. Et enfin, je me suis toujours bien sorti avec des facilités. J'étais ce genre de petite connasse. Et sauf que je n'avais de passion pour aucune de ces choses-là. Et les seuls trucs qui m'éclataient, c'était regarder des films et des trucs comme ça. Et enfin, les seuls trucs qui me faisaient un petit peu délirer, c'était tout en rapport avec l'art. Donc je me disais que peut-être il allait falloir trouver quelque chose là-dedans. Et Ok, le dessin, c'est un petit peu plus mystique parce que je dessine depuis pas si longtemps que ça en fait. J'ai commencé, en fait, j'ai toujours essayé de dessiner, j'ai toujours beaucoup aimé ça, mais j'ai longtemps été très mauvaise et j'ai longtemps pas du tout apprécié le travail que je faisais. Et en fait, un jour, allez, un, deux, trois, un jour, j'ai fait une tentative de suicide en décembre 2017 qui a failli réussir. Euh, j'ai fait une expérience de mort imminente. Et, mais je me suis réveillé. Je me suis évanoui et je me suis réveillé. Et il s'était passé un rêve un peu étrange que j'ai pas tout de suite défini, enfin identifié comme une expérience de mort imminente déjà. ok. Et en fait, depuis, c'est une ou deux semaines après ça, j'ai pris un crayon, j'ai fait quelque chose. J'ai fait un premier dessin qui s'appelle Éveil, qu'on peut voir sur ma page Instagram. Il s'appelle Ouais. Éveil. Et après avoir fait ça, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire un truc de mes 10 doigts quand ça touchait au dessin et j'ai continué. Voilà. Ok. Enfin, il fallait que ça sorte. C'était à ce moment-là. C'était maintenant, quoi. Ok. Ok. Et du coup, ça t'a aidé
autant artistiquement, ça veut rien dire, mais autant psychologiquement, ça t'a aidé à vider certaines choses, comme beaucoup d'artistes. On est tous pareils. Je pense la première étape, c'est de s'exprimer. Et en plus de ça, ça t'a aidé aussi pour ta rémission et par la suite, pour avoir envie de continuer, mais continuer de vivre en fait, continuer de faire des trucs dans la vie et te dire life is good. Bah si, carrément en fait, parce que d'un coup tu vois que, enfin d'un coup tu sors un dessin et il y a des gens qui te disent putain mais si, ça a de la gueule, ça ressemble à quelque chose. Donc déjà ça aide à te sentir légitime par rapport à un truc. Déjà juste un truc dans ce genre de situation, c'est toujours un truc de plus auquel te raccrocher. Et ça donne de la force quoi, de se sentir légitime dans quelque chose. Ça veut dire que ouais, potentiellement, si je me lance là-dedans, je vais avoir un truc à faire chaque jour, ça va me lancer sur quelque chose et ça va peut-être trouver du sens. Et en suivant cette route-là, j'ai eu 200-300 sauts de surprise, mais c'était ouais, il y a eu du sens qui en est ressorti. Ok, t'en as trouvé un chemin sain, du coup, avec... Ça a été un bon point de départ. Ouais, trop bien, enfin trop bien. Dur, mais il faut passer par ces moments-là pour arriver à se connaître, s'écouter. Ma foi, parfois la vie te met des grosses claques pour que tu dises non, mais tu comprends pas, c'est par là que tu dois regarder. En fait, c'est par là que tu dois aller. Donc, ok, d'accord. Tu parlais aussi de légitimité et ça fait partie des questions, mais qui devaient arriver plus loin normalement. Mais moi, j'ai grave envie de parler du syndrome de l'imposteur parce que ça fait partie du sujet. Enfin, mon sujet, ma partie, c'est comment tu reçois. Donc, comment tu reçois ce qui t'inspire autour de toi. Qu'est-ce qui t'inspire, etc. Ça, c'est mon cheval de bataille pour ma partie du podcast. Et ce qu'on fera tout à l'heure, c'est comment tu donnes. Donc, je t'ai envoyé ça dans le pitch. C'est, voilà, qu'est-ce que c'est que ta vie d'artiste, comment tu crées, etc. Enfin, ça, on verra ça ensemble après. Mais justement, comment tu reçois, pour moi, dans le syndrome de l'imposteur, la vraie question, c'est plus quelle est ta relation avec les personnes qui t'inspirent? Parce que très bonne question. Quand tu scrolles sur Insta ou sur Tumblr ou sur peu importe, tu es noyé dans plein d'informations qui peuvent être hyper inspirantes, comme qui peuvent te casser parce que tu te dis « Ah, mais moi, je suis pas assez, mais y en a plein qui font la même chose que moi, et en mieux, etc. » Mais justement, non, parce que c'est toi, en fait. Personne fera ce que tu fais à ta place, et personne aura ta vision, ton expérience, ta vie. Donc justement, quelle est ta relation avec les personnes qui t'inspirent et qui partagent ta pratique artistique ou pas? Enfin, comment tu gères le syndrome de l'imposteur, si c'est plus clair pour toi? Alors, déjà, c'est super compliqué. Je pense qu'on a toutes et tous nos petits tips, mais d'une manière générale, je pense pas qu'il y ait une manière de le gérer. Moi, je sais que ce qui m'aide à passer outre ce syndrome de l'imposteurice, parce que je l'ai en tant qu'artiste déjà, ouais. Tu sais, moi, un matin, j'ai pris un crayon, comme je t'ai dit, j'ai fait un dessin, c'était cool. Et dans mon entourage, j'avais des personnes qui faisaient du dessin depuis qu'elles étaient gosses. Et je me suis retrouvé à trouver moi personnellement un style de dessin, un style de thématique, une vraie patte artistique qui était à moi, alors que d'autres personnes qui travaillaient beaucoup plus dans le dessin depuis beaucoup plus longtemps, trouvaient pas cette chose-là, alors qu'elles la cherchaient. Et moi, je suis tombé dessus sans faire exprès. Donc il y avait ce truc-là de ouais, je mérite pas. Il y avait ce truc-là de je mérite pas ce qui m'arrive. J'ai ce truc-là en tant qu'artiste, et j'ai ce truc-là aussi en tant que personne trans, tu vois. Ça faisait partie des thèmes qu'on voulait aborder, et chez les nanas trans, il y a énormément ce syndrome de l'imposteurice. Donc
lié à la body dysphoria, etc. aussi. Bah, à la dysphorie, il y a aussi ce truc il y a aussi ce truc de cispassing qui en fait devrait pas exister, sauf pour nous. Tu vois, ça devrait pas être un critère pour les personnes cis de nous valider en tant que personnes trans. Pour définir cispassing, j'ai envoyé un message à Astrée pendant le mixage de cet épisode et elle m'a répondu. Le cispassing, c'est le fait de ressembler physiquement au code du genre auquel on s'identifie. Normalement, c'est un prisme qui permet aux personnes qui ressentent de la dysphorie de se sentir mieux dans leur peau. Donc dysphorie, c'est un mal-être dans son corps et c'est ton regard sur ton corps qui est modifié par tes problèmes mentaux, par le prisme de la société, par le regard des autres. Le plus gros exemple que je puisse vous donner de body dysphoria, c'est des personnes anorexiques qui se voient toujours énormes alors qu'elles sont clairement très minces, mais elles se voient encore trop grosses. Voilà, c'est leur regard qui est biaisé par leur peur, leurs insécurités, etc., le regard des autres. Voilà. Ce que je dénonçais, c'était le fait que ce soit un critère de validation pour certaines personnes cis quand il faut reconnaître les personnes trans. Voilà ce que m'a répondu Astrée. Mais t'as ce truc de fait, ce syndrome de l'impostrice, je le vis à plein de niveaux différents. Et en fait, moi, ce qui m'aide un peu à passer outre, j'y arrive jamais vraiment, hein, spoiler alerte, c'est pas une technique qui marche à 100%, mais c'est de me rendre compte que, enfin, c'est d'essayer de me faire un point sur... on a passé 2 ans de galère là dernièrement, toutes et tous. Faire un point sur les 2 dernières années, voir les évolutions qui se sont passées, et vois aussi par rapport à ce qu'on a pu dire avant de méchant, que tu as réussi à t'approprier. Enfin voilà, tous ces trucs. En fait, j'essaie juste de me réapproprier les trucs de merde qu'on a essayé de. Enfin, les trucs à la con qu'on a essayé de m'envoyer et les trucs à la con que je me suis envoyé toute seule aussi. Tu vois, t'es une mauvaise artiste, t'es pas une meuf legit. Ben, tout ça, je me le suis réapproprié. Non, ouais, je suis pas une meuf cis, en effet. Je suis pas une artiste qui a travaillé, en effet. Bah, j'ai de la chance. Et bah, c'est comme ça. Bah, sauf qu'en fait, le truc de pas avoir j'essaie d'avoir le moins de prétention possible par rapport à ça. Et d'être gratifié par les autres. Ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien d'être gratifié par les autres quand toi-même, tu sais que tu t'autorises pas à te gratifier toute seule. Que, en fait, essayer d'accepter au maximum les compliments, les bonnes remarques. Okay. Essayer d'en faire aux autres aussi. Parce que, mimétisme, quoi. Enfin, si jamais tu dis aux autres sincèrement ce que tu penses de positif sur elles, elles vont avoir plus de facilité à le faire avec des autres. Et ça va finir par créer un cercle. Et au bout d'un moment, quand toi t'en auras besoin, peut-être qu'il y aura quelqu'un aussi qui viendra te gratifier toi quand t'en seras pas capable toute seule. Et ouais, le truc d'accepter la reconnaissance des autres, d'accepter que les autres puissent trouver quelque chose de beau, même si nous ça nous plaît pas, c'est super compliqué, mais prendre les compliments, c'est le truc qui m'aide le plus à outrepasser ce sentiment d'imposture. Mais c'est pas une technique infaillible et c'est super dur. Et parce que je pense aussi que par réflexe, on nous apprend pas à les prendre les compliments. On nous apprend qu'il faut toujours faire plus. Oui, on nous apprend à être mais à des moments, putain, on mérite quoi. Enfin, je sais pas. Grave, ça fait du bien d'entendre des gens parler de ça, et c'est pour ça que ce podcast, ça fait du bien, parce que effectivement, il va dans le deep, mais en même temps, il le faut, parce qu'on est tous et toutes des humains du deep, en fait. On fait genre, on est de façade, et on fait genre, on est des artistes de marbre, et on fait des trucs qui sont toujours nickel, et on montre que le meilleur sur Insta, etc. Non, on fait de la merde aussi, mais c'est trop bien de faire de la merde. Faisons tous ensemble de la merde pour pouvoir... Mais l'art, c'est deep de base, donc c'est difficile d'en parler sans aller en profondeur, tu vois. C'est vrai. Mais c'est trop bien que
que t'aies cette... bah déjà que t'aies accepté de parler de ça, parce que, comme je te l'ai dit, on pourrait couper plein de choses au montage si t'es pas à l'aise avec certains sujets, etc. Voilà, moi, j'attendais rien forcément de toi, et justement, c'est trop cool, parce qu'il y a plein de choses trop chouettes qui ressortent de ces questions-là, quoi. Et j'en apprends aussi sur toi en tant que copine. C'est le but d'une interview. Oui, grave, grave, mais il y a plein de choses que tu vois, on pourrait se dire, oui, bon bah je connais son art, je l'ai déjà vu, donc je m'attends à telle chose, mais en fait pas du tout, parce que effectivement, rien que comment t'en es arrivé à faire l'art que tu fais à présent, c'est hyper intéressant, parce que il y en a plein qui sont passés par, et moi y compris. Mon art se définit pas visuellement pour l'instant. Je passe des heures sur Pinterest et je regarde du Kaamelott en dessinant des champignons et des fleurs. Mais c'est des trucs que les autres ont fait. Il y a juste ma patte parce qu'il y a mes détails et mes doigts. Mais voilà, on n'est pas du tout sur le même genre d'art, et du coup c'est hyper intéressant de rencontrer des personnes comme toi qui voilà, ont pris un crayon et se sont dit, moi c'est ça mon art. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ça? On sait pas, c'est pas forcément important, mais c'est ça ton expression, quoi. Ta démarche. Et justement, ouais, ta démarche est hyper intéressante. Et qu'est-ce qui te... Là, on va partir sur un truc un peu plus général et un peu plus léger, je crois. Qu'est-ce qui te botte, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie et te donne envie de te lever et de continuer ce que tu fais au quotidien, artistiquement ou autre? Là, on parle surtout d'art, mais voilà, qu'est-ce qui te donne envie de te lever et de dire I got this, it's gonna be a good day? Bah, les sensations que ça procure, forcément. C'est du sensationnalisme à fond, l'art. Au début, j'avais ce truc visuel, tu vois, ça me faisait de parce que j'ai beaucoup, dernièrement, ouais, voilà, comme j'ai dit, on a passé 2-3 ans très très violents, là. Et donc au début, j'ai fait beaucoup de dessins, et aujourd'hui, j'en fais toujours, mais j'ai beaucoup plus switché sur aussi d'autres formes d'art qui sont... Le dessin, c'est plus aujourd'hui mon art principal, Okay. si tu veux. Aujourd'hui, comme je disais, je suis travailleuse du sexe et je fais du BDSM. Et pour moi, ça, c'est une vraie putain de forme d'art. Ça regroupe énormément de choses. Il y a une forme d'expression corporelle, théâtrale, visuelle. Il y a plein de pratiques. Ça touche à plein de choses. Et en ce moment, je suis dans ce truc-là, beaucoup plus que dans le dessin. Et sauf qu'à chaque fois, il y a cette recherche de sensations, en fait. Au début, dans le dessin pur, la création visuelle, j'avais envie de créer des mondes, en fait. J'avais envie de créer des univers et de les visualiser et de les faire voir à d'autres personnes. Et aujourd'hui, c'était ça qui me motivait donc à me lever à faire des dessins. Tu vois, j'avais envie de cracher ce que j'avais en tête et que ça puisse donner naissance à plein d'autres histoires imaginaires. Et à travers le BDSM, c'est toujours cette recherche de sensations, sauf qu'elle passe pas forcément par l'envie de créer des mondes. C'est plutôt l'envie de créer des connexions, des rapports, faire même carrément de l'expérimentation. Je trouve qu'il y a un truc d'expérimentation énormément dans le BDSM. Il y a aussi tout ce truc il y a aussi toute cette recherche de jeu, tu vois, dans le rapport domination-soumission. Il y a ce truc de... Moi, je suis domina, j'ai un personnage de domina, tu vois, que quand j'arrive à une scène, je mets mon costume de domina, j'ai un costume, littéralement, on a des fringues exprès, j'ai des expressions de langage exprès, j'ai des maquillages exprès, D'accord. je joue un rôle, vraiment, c'est comme du théâtre. Et donc, il y a toujours cette recherche de sensation, en fait. C'est juste que la sensation, personnellement, elle a un peu bougé. Et donc, avec ont évolué les formes d'art que j'ai pratiquées. Mais c'est toujours ce truc de, perdre pied. Ok. Et du coup,
Ouais, se laisser à une frontière, se laisser aller à une frontière entre le C'est conscient ça, et ouais. l'inconscient et la transe et ouais, ok, ok. Mais du coup, tu parlais forcément, la première question qui me vient en tant que comédienne, c'est comment tu vis ce personnage-là qui est... Est-ce que c'est une partie de toi en exacerbé ou est-ce que c'est carrément quelqu'un d'autre que tu crées pour te protéger aussi émotionnellement et physiquement? Comment tu gères ce... Parce que quand on est comédien, on prépare nos rôles, mais on sait où on va avec nos invités, non, avec nos collègues, nos autres comédiens qui travaillent avec nous, etc. On sait Mhm. où on va. Donc il y a un lâcher prise parce qu'il y a du jeu et parce qu'il y a du vrai quand on joue. Moi, je considère que c'est une partie de moi-même, les personnages j'interprète, mais je les laisse de côté assez rapidement. Enfin, ma foi, quand la pièce est finie, quand le court-métrage ou le long-métrage est fini, c'est bon, je suis reléa Diane. Euh, Toi, tu travailles justement plus régulièrement ce persona Ouais. de Domina. Comment est-ce que Quelle relation t'as avec elle, du coup? Ben, en fait, il y a un petit peu de tout ça. Forcément, c'est du moi. Hein, quand j'arrive sur une scène, Ouais. j'ai peut-être j'ai un personnage que j'ai construit, on va dire. J'ai pris plusieurs figures ou autres personnages que j'aime bien ou qui m'inspirent. Et donc oui, j'ai un petit peu composé un personnage comme ça en patchwork avec des caractéristiques et des aspects qui viennent. Par exemple, je sais pas, j'ai du Peter Pan, j'ai du Eva Green dans Penny Dreadful, tu vois. Enfin, comme ça, je prends un petit peu de plein de trucs et mais à chaque fois, c'est profondément moi qui incarne justement ces aspects-là, tu vois. C'est que je suis pas le Joker à ce moment-là, je suis pas Eva Green à ce moment-là. Non, je suis Astrée qui fait ça. Je suis Astrée qui fait ça et le tout, ça fait mon personnage de Domina. Ok. Et après, je le bosse quand même régulièrement parce que je travaille plus ou moins régulièrement en ce moment et donc ça fait que il finit par ressortir des fois dans ta vie à toi. En plus, dans dans ta propre vie, dans ta vie sexuelle perso, pas avec de la clientèle aussi, donc ça peut ressortir si tu fais. C'est un personnage, ça navigue, tu vois. Ouais. Euh, mais ouais, non, il y a un petit peu de tout. Et c'est aussi, ça me sécurise parce que ça crée aussi une barrière face à la personne. Ça peut être un peu flippant des fois de te retrouver devant des mecs que tu connais absolument pas et qui vont te demander de faire des choses faire des choses qui vous regardent vous, hein, Mm. mais qui sont pas forcément, on va dire, conventionnelles dans la vie de tous les jours. Ouais. Enfin, tout le monde se prend pas des coups de cravache ou des coups de cravache ou de martinet, tous les jours de sa vie, tu vois. Mais déjà, d'avoir un personnage, il y a cette barrière-là, tu vois. Tu te dis, ok, on fait un truc pas normal, mais face à lui, donc, moi, je connais pas la personne que j'ai en face, et lui, en face, il a une personne donc, qui peut aussi être imprévisible. Donc, ça vous met sur une espèce de, il y a une espèce de rivalité saine en fait qui se joue à ce moment-là, je trouve. Ok, rivalité saine, hyper Le fait intéressant. d'avoir un personnage, ça veut dire que et d'en montrer que certains aspects, ça sous-entend que la personne en face va soupçonner qu'il y a tout un univers derrière Mm. et elle va se tenir un minimum tranquille. Et ça c'est précieux dans le travail du sexe, déjà. Mm. Et puis voilà, tu vois. C'est aussi la manière, c'est aussi un moyen quand tu sèches, par exemple, quand je sais plus quoi faire, tu vois, ça fait 3/4 d'heure que t'es là, que tu fais des trucs.
tu sais plus quoi faire, tu te dis bon bah tel personnage, ok ouais vas-y je vais agir comme tel personnage avec lequel j'ai composé et ça va me faire la conne pendant 2-3 minutes, le temps de rebondir et de trouver autre chose. Il y a aussi ce truc-là, vraiment ça peut aider à partir en impro dans des moments où on se sent pas à l'aise et donc permettre de redémarrer derrière. Enfin, il y a vraiment il y a ce côté protection, ce côté barrière et il y a ce côté c'est toujours cool c'est toujours cool d'incarner un personnage, tu vois, c'est vraiment jouer, ça vide un petit peu le crâne, c'est comme quand t'es gosse, quoi. Et surtout, ça donne énormément de confiance en toi, de te rendre compte que tu joues face à quelqu'un que tu connais pas, que la personne en face, encore une fois, te trouve légitime, alors que vraiment, tu fais la conne, enfin, c'est littéralement ça. Et ben, ça donne énormément de confiance, je trouve. Ouais, il y a un mot en ce moment que j'aime pas du tout, mais qui se diffuse énormément, c'est l'empowerment. C'est le fait de se donner de la force. Et le fait d'incarner un personnage comme ça, je suis en train de partir complètement dans... Pardon. Ah, je t'écoute, c'est hyper intéressant. Mais ouais, le fait d'avoir un personnage qu'on a composé nous-mêmes, vraiment, qu'on a écrit nous-mêmes, de le voir reconnu, et surtout de voir une personne interagir avec comme si c'était une personne absolument réelle, bah ça fait déjà que cette personne devient un peu plus réelle. Et surtout, ça aussi, ça donne de la force en tant que personne qui exerce à ce moment-là. Parce que je parle de BDSM, mais c'est pareil je suppose que c'est pareil dans le théâtre, tu vois, que d'avoir l'impression vraiment d'avoir des réactions des personnes en face avec qui tu interagis, qui réagissent vraiment comme si elles croyaient dur comme fer à ton personnage. Pour moi, ça rend ce personnage vrai et ça me sécurise, quoi, parce que moi, je l'ai appelé Némésis, mon personnage de dominatrice, et Némésis, elle me console quand je vais pas bien, tu vois, aujourd'hui. C'est que c'est devenu une figure d'autorité et une figure de protection qui est hyper importante pour moi, mais que j'ai fabriquée toute seule et qui a fini par prendre ce rôle-là un peu toute seule. D'accord. Donc tu as construit ton propre bouclier et il ressort. Oups, mon téléphone vient de choir. Donc tu as créé toute seule ce bouclier et tu as créé ton échappatoire et ta safe place. Ok. Il y a un truc de ça si. Je sais que par exemple, quand j'incarne Némésis, il y a personne qui peut me toucher, tu vois. Au début, j'avais très très peur. Je me retrouvais dans une chambre avec un monsieur que je connaissais pas. J'ai très très peur des hommes cis. J'en fréquente pas. Je fréquente pas dans ma vie sexuelle personnelle. Et là, je me retrouve les premières fois où je me suis retrouvé face à des mecs en séance, ça faisait très très peur. Et d'incarner ce personnage de Némésis, petit à petit, ça m'a donné énormément de force parce que je voyais qu'en face, les mecs se tenaient tranquilles. Et aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, je suis capable de ressortir certains aspects de sa personnalité. Et les gens réagissent pareil. Et enfin voilà, je me suis vraiment... Oui, c'est ça, je me suis créé un bouclier. Ok, mais qui est toujours sain. Que t'as pas l'impression de sortir de toi-même et de mettre une béquille à un truc qui est brinque-ballant, etc. Non, c'est sain, c'est ancré. Non, ouais. Et c'est une partie de toi. C'est ça, oui, puisque je l'ai composé avec des aspects des traits de personnalité qui sont peut-être pas des traits de personnalité que j'aime moi naturellement, mais je suis capable quand même d'agir comme si je les avais. Voilà, je suis pas forcément hyper espiègle dans ma vie de tous les jours, mais je sais le faire. Comme si, je le fake pas, entre guillemets. Comment on dit en français? Je le simule pas. Je l'incarne, juste. Comme si j'étais vraiment espiègle. Moi, dans ma vie de tous les jours, Astrée, comment elle serait Astrée si elle était espiègle? Bah voilà, comme elle est Némésis quand elle est espiègle. Ok. Donc ouais, si c'est pas des traits qui m'appartiennent à la base, c'est quand même ma personnalité profonde que je mets dedans. Donc
Je fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Ok. Et les personnes avec qui tu pratiques, enfin avec qui tu as des séances, c'est ça, on appelle ça comme ça? Euh, et ces personnes-là ne savent pas qui est Astrée. Elles arrivent devant Némésis, elles s'en vont devant Némésis, et il y a pas plus Non, d'intime. non. Tu restes de A à Z dans ton perso. Ok. Oui, du coup, beaucoup plus sain. Non, je discute des fois, gentiment, comme je discuterais normalement, tu vois. Mais ces personnes, quand elles me voient arriver, elles voient Némésis arriver, elles traitent avec Némésis tout le long. C'est Némésis qui part. Et à aucun moment donné, elles ont envie de savoir plus. Il y a ça aussi. C'est que il y a Ouais. ce rapport-là dans la domination-soumission, où s'il y a une relation cérébrale qui est saine, il va pas y avoir ce fait de, si on a posé nos barrières correctement, et s'il n'y a pas un des deux bords qui va vouloir plus, me construire ce personnage-là, ça suffit, on va pas chercher à aller fouiller plus. Les mecs qui voient Ouais. Nemesis arriver, ils ont pendant 1 heure, ils ont ce qu'ils veulent, ils repartent, enfin je repars, ils sont très très bien et je pense qu'ils n'ont pas le temps trop non plus de se poser d'autres questions. Ok. Non, c'est ouais, ils cherchent Ok, pas ouais, plus. donc, mais c'est très bien. C'est très bien. Du coup, il y a effectivement. C'est encore mieux que ne pas laisser à l'autre la possibilité d'avoir des réponses et ne pas laisser à l'autre la possibilité de même se poser les questions qui feraient casser le personnage ou quoi. Ok, donc c'est sain et c'est contrôlé et c'est du coup ta forme d'art pour le moment. En plus du dessin, j'imagine, ou est-ce que du coup le dessin tu l'as laissé de côté pour te mettre à fond dans le BTSM? Non, je continue à dessiner, je dessine un peu moins Ok. en ce moment. Euh, mais je continue à dessiner. Mais oui, en ce moment, principalement, c'est ma forme d'art, ouais, c'est le BDSM, parce que ça touche à énormément de disciplines en plus, et qui sont des choses qui ont parfois une légitimité artistique, comme là je pense au shibari comme ça, le bondage japonais avec les cordes. Euh, c'est une pratique qu'on peut opérer donc dans un cadre de sensualité et de sexualité, mais c'est aussi quelque chose. Enfin, on peut tout aussi bien faire une séance de shibari et ne pas du tout y coller quelque chose de sexuel ou quoi. Enfin, moi j'ai fait plein de séances de shibari avec des gens où on faisait pas de sexe du tout, quoi. C'était juste on s'attachait, on faisait des photos, c'est joli. D'accord. Et puis c'est aussi quelque chose qui laisse la place. On parlait tout à l'heure du détail et de l'interprétation et de l'improvisation pendant. Le shibari, c'est une pratique qui laisse énormément de place à ça aussi. Ouais. Par contre, c'est dangereux. Il faut faire attention aux gens qui disent qu'ils font du shibari. Des fois, c'est pas toujours très très bien encadré. Mais ça fait partie de ces disciplines qui font partie du BDSM. C'est littéralement le B de BDSM, c'est bondage. C'est aussi reconnu comme une forme d'art par certaines personnes et certaines cultures. Oui. Mais du coup, c'est beaucoup plus ressenti. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Si tu recherches la sensation et tu recherches le laisser aller, mais en même temps, il y a quand même du contrôle, il y a quand même du cérébral qui rassure, j'imagine, parce que tu sais où tu vas, enfin, tu sais ce que tu fais. T'es pas en train de faire des nœuds à la va-vite où tu connais 3 nœuds de marin. Non, c'est un truc où, où t'as vraiment... Non, c'est un truc encadré un petit peu plus, ouais. Ok. Il y a ça, et puis surtout, il y a aussi une recherche de visuel qui peut se faire en shibari. Oui. Là, on peut faire des encordages qui sont vraiment jolis, on peut faire de la suspension, de la semi-suspension. Tu peux faire bouger les gens quand ils sont suspendus. Il y a vraiment tout un spectre de recherche visuelle qui est possible de faire là-dedans aussi. Ouais. Donc c'est vraiment large. Ouais. Pour le coup, le shibari, c'est vraiment une discipline qui encadre, où ça va du visuel jusque. Moi, c'est le truc dans lequel je suis d'ailleurs la plus. Enfin, c'est le truc dans lequel je mets le plus d'énergie en ce moment d'ailleurs, le shibari. D'accord. Ok, je trouve ça hyper effrayant, intéressant. Je ne sais pas comment le dire en un seul mot, mais
C'est trop bien. Bah, ça fait partie des formes d'art où, où je connais des personnes qui m'en ont parlé et qui ont eu on a eu ce rapport de connexion et d'intimité pour qu'ils m'en parlent, qui elles m'en parlent et effectivement ça a toujours été quelque chose que je kiffe regarder. C'est comme le tatouage, je le mets dans le même truc que le tatouage, euh, dans le sens où c'est quelque chose d'inconnu physiquement pour moi, mais qu'en même temps c'est tellement beau et il y a tellement un rapport hyper intéressant pareil de connexion, confiance, laisser aller Tout à fait. qui est mais je regardais pas mal merde bon bah la Léa du montage trouvera trouvera le nom de la chaîne YouTube. Effectivement, voici la Léa du montage. La chaîne YouTube dont je parle, c'est Nina Luka, Ninaluka. Vous pouvez retrouver le lien de sa chaîne en description. Mais il y a une chaîne YouTube qui parlait de ça, qui parlait de polyamour et qui parlait aussi de BDSM, etc. Et en fait, elle démystifie totalement tout ce qu'il y a derrière et tous les clichés qu'il y a derrière et tout, en nous disant justement, c'est se laisser aller à corps perdu, mais c'est encore péjoratif à corps perdu, mais c'est se laisser aller à la personne et lui faire une confiance folle pour lui dire je te donne mon corps, ma vie en quelque sorte, mais pas tout à fait. Enfin, on n'est pas entre la vie et la mort non plus, mais ça dépend des pratiques, ça dépend de la connexion avec la personne, mais c'est une relation qui est hyper intéressante, qui est indescriptible et c'est pour ça qu'elle est hyper intéressante, quoi. Tu peux pas mettre de mots. Bah, je vois, c'est pour une personne qui est familière du shibari et du tatouage, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Il y a ce truc-là, ouais, il y a vraiment ce truc-là de lâcher prise et faire confiance à l'autre, et de la part de la personne qui attache ou qui tatoue. Parce qu'il peut y avoir une relation de domination-soumission dans le shibari, mais c'est pas non plus obligatoire. Si jamais vous vous retrouvez en séance shibari avec quelqu'un pour qui c'est nécessaire d'installer un rapport de domination-soumission, faites attention parce que c'est pas vrai. Mais il y a ce truc-là de devoir faire confiance absolument en tant que personne qui reçoit, et ce devoir d'être dans le contrôle de soi et dans la prise de soin maximale de la personne qui reçoit quand tu es la personne qui donne. Ok, ouais. Il y a ce même rapport qui s'installe entre les deux. Et oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Ouais, c'est d'égalité et de connexion et on est logés à la même enseigne parce qu'on est tous les deux dans dans un lâcher prise et dans une sortie de soi-même au bénéfice de la connexion. Tu n'es plus que toi, tu es nous, et c'est un truc hyper beau en vrai. C'est très joliment dit, oui. Mais oui, et puis dans le tatouage comme dans le shibari et le BDSM en général, il peut y avoir des conséquences sur le long terme. Tu vois, on te rate un tatouage, tu l'as sur la peau à vie. Le BDSM, le shibari, ça touche à la sexualité, et la sexualité, ça peut entraîner des traumatismes super profonds, super ancrés. Et donc là-dedans aussi, tu sais que tu pratiques quelque chose sur une personne, mais si jamais tu le maîtrises pas comme il faut, ça peut avoir des conséquences super lourdes pour la personne, physiquement ou émotionnellement, ou les deux. Parce que le shibari, par exemple, si jamais on fait des encordages qui sont mal faits, qui passent sur des nerfs, je connais des maîtresses shibari qui ont perdu des membres à cause de ça. D'accord. Donc voilà, ça peut être très très lourd de conséquences si jamais en tant que personne qui donne, on fait pas attention. Donc on a aussi ce truc de... Ouais, la personne nous donne une partie de soi, véritablement, à ce moment-là, et on crée un lien, un truc qui va rester. Et donc c'est très très important de ce lien-là, le créer de la manière la plus safe possible. Pour ça, je peux conseiller une lecture. Bah grave, c'est ma question d'après, donc de ouf. Ok. Pour ça, moi je conseille la lecture de... Alors, c'est une brochure qui s'appelle... c'est une brochure écrite par une travailleuse du sexe qui s'appelle Cyprine et qui s'appelle la déesse en vous.
un essai sur la domination cérébrale consentie dans le BDSM par Cyprine. Et donc voilà, c'est une travailleuse du sexe qui est dominatrice dans sa vie de travailleuse du sexe et qui est switch, donc qui est aussi soumise dans sa vie perso. D'accord. Qui a 15 ans de pratique de BDSM et donc voilà, et là qui parle de pratique et surtout comment les faire de manière la plus safe possible en termes de consentement de la personne. Le don en amont du consentement, placer ses limites, le respect du consentement pendant l'acte et aussi tout ce qui vient derrière. On appelle ça l'aftercare en termes techniques. Et c'est prendre soin d'une personne après une séance parce que ça peut remuer beaucoup émotionnellement. Et il y a ce truc-là il y a ce truc d'après. Tu prépares une scène, tu fais une scène et tu prends soin de la personne après. C'est un travail à part entière. Elle explique très très bien ça. D'accord. Dans l'artistique en soi, ça a pas énormément Enfin, ça peut être. Enfin, je vois pas la valeur que ça peut avoir, mais dans tout ce que ça implique émotionnellement à côté, c'est une lecture qui est vachement intéressante. Voilà. Ok, merci. Merci, trop cool. Parce qu'effectivement, c'était ma question d'après. Est-ce qu'il y a une conversation, un conseil, un bouquin ou une œuvre qui t'a inspiré récemment? Est-ce que du coup, ça fait partie de ce qui t'a inspiré récemment ou est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dire pour clore ce premier podcast? Non, en vrai, ça a été la lecture la plus enrichissante sur ce sujet-là que j'ai fait ces derniers mois. Ouais, j'ai aussi lu un bouquin qui... Mais oui, non, ça dérive beaucoup trop du sujet. Ah, mais ça peut avoir rien à voir. Qui t'a inspiré récemment, c'est... Ouais, c'est un bouquin qui parle des représentations. Ça s'appelle Pornologie. Ok. C'est un bouquin qui étudie les représentations dans le porno straight mainstream. Donc qu'on peut trouver gratuitement sur Internet. Ces représentations, la valeur que ça a culturellement, les origines aussi que ça peut avoir, pour en pointer les potentielles dérives, les dérives du système du porno mainstream hétéro. D'accord. Ok, donc ouais, c'est au sujet d'Internet et de la diffusion et du... Internet et les autres médias, parce que le porno, ça n'a pas commencé avec Internet, ça a commencé... le porno en Occident, il a commencé dès qu'on a pu diffuser des images, quoi. Oui. Ou même juste du texte. Internet, ça a été une bulle qui a fait que ça... Enfin, tout a été diffusé à plus grande échelle et tout a évolué beaucoup plus vite. Mais justement, ça pointe le fait que les représentations qu'on a aujourd'hui, elles sont bien ancrées. Elles sont bien ancrées dans notre culture occidentale, si c'est hétéronormative. Ouais, de ouf. Et c'est ça que ça pointe, justement, les dérives que ça peut avoir, ces représentations oppressives, en fait, dans le porno mainstream. Ok, ouais, filmé et mis en scène et par des mecs cis Par des mecs cis, pour des mecs cis. Ouais. Voilà, surtout, aussi. Effectivement. Ok, eh bien, merci beaucoup Astrée. Nous avons fini cette première étape de mon podcast sur l'inspiration. Avec plaisir. Vous venez d'écouter un épisode d'Hystériquement Vôtre. Et pour les petits chanceux comme vous qui avez écouté jusqu'à la fin, déjà on vous remercie beaucoup et on vous offre une petite surprise. Chantée par Léa Diane. You with the sad eyes, don't be discouraged, oh I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all in the darkness inside you. Makes you feel so small, but I see your true colors shining through. I see your true color. That's why I love you, so don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful like a rainbow.
Show me a smile then. Don't be an happy, can't remember when I last saw you laughing. If this words makes you crazy and you've taken all you can bear, you call me up because you know I'll be there. I'll see your true colors shining through. I'll see your true colors. That's why I love you, so don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful like a rainbow. If this words makes you crazy, you've taken all you can bear, you call me up because you know I'll be there. I'll see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let it show. Your true colors, they're shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. Your true colors are beautiful like a rainbow.